Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de Marie-Antoinette. Aujourd'hui, vous aurez l'immense privilège ou malheur de vous réincarner en Marie-Antoinette afin de vivre ce qu'elle a vécu comme si vous y étiez. Installez-vous confortablement, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti. Votre frère, Joseph II, empereur du Saint-Empire romain germanique, vous décrit comme aimable et honnête. Marie-Antoinette, princesse autrichienne et épouse de Louis XVI, demeure l'un des personnages historiques les plus emblématiques de l'histoire de Versailles. Vous arrivez à la cour de France alors que vous n'êtes âgé que de 15 ans. Dès votre mariage avec le dauphin, Louis, héritier du trône, vous montrez des difficultés à vous adapter aux usages français et, une fois devenue reine, vous multipliez le plus souvent, de façon inconsciente, les maladresses qui vous aliènent peu à peu l'opinion publique et contribuent à ternir votre image de façon désastreuse. Fille de François Ier de Lorraine, empereur du Saint-Empire romain germanique, et de Marie-Thérèse de Habsbourg, archiduchesse d'Autriche, vous naissez à Vienne le 2 novembre 1755. Votre mariage avec le futur Louis XVI est célébré dans la chapelle royale du château de Versailles le 16 mai 1770. Vous devenez la première femme de la cour. Avec votre époux, aux yeux de l'opinion publique, vous symbolisez les promesses d'un renouveau qui se fait attendre. L'âge très avancé du roi Louis XV laisse espérer que ce renouveau se rapproche. Le roi est vieillissant et est devenu très impopulaire. Aussi, à sa mort, le 10 mai 1774, le changement de roi et de reine est vécu comme un véritable soulagement dans le royaume. Vous devenez alors reine de France alors que vous n'avez pas 20 ans. Vous voilà donc reine et vous faites partie de la cour royale de Versailles. Très épris de vous, le roi Louis XVI vous laisse prendre une place à la cour, une place que les deux précédentes reines, à savoir Marie-Thérèse d'Autriche et Marie Ledzinska, que ces deux reines n'ont jamais eu. Appréciant les divertissements, vous intervenez dans le choix des spectacles de la cour, encouragez les artistes et vous vous engouez pour les bals de la cour. Comme votre rôle vous y oblige, vous tenez régulièrement votre cercle d'amis dans votre appartement et montrez un penchant très vif pour le billard et les jeux de cartes que vous pratiquez souvent avec excès, perdant et gagnant tour à tour des sommes considérables, à tel point que le roi s'en inquiéta et finit par interdire certains jeux de hasard qui engloutissaient de véritables fortunes. Vous n'êtes pas que très dépensière, vous êtes aussi musicienne. Vous savez jouer de la harpe et du clavecin. Vous savez également chanter. Vous êtes aussi une mécène. Vous favorisez les compositeurs que vous affectionnez comme Guitry, Gluck,
ou Sacchini. Vous consacrez également beaucoup de temps à la mode. Vous adorez la mode. Aux grandes dames de votre mère qui vous fustige régulièrement à ce sujet. Et vous aimez tellement la mode que vous intervenez souvent vous-même dans le choix de vos robes et de votre coiffure, ignorant totalement les conseils de votre dame d'atour, qui est là justement pour ça, pour vous aider à vous habiller de façon convenable pour une reine. Mais vous vous en moquez, vous l'ignorez, vous faites votre petite vie et vous faites vos choix. Et d'ailleurs, vous faites même venir la modiste de l'époque, Rose Bertin. Cette dame est surnommée de façon très péjorative la ministre de la mode. Oui, oui, oui. Puisque vous influencez beaucoup la mode de la cour par ce que vous portez. Or, ce que vous portez est influencé par cette fameuse Rose Bertin, d'où le fait qu'elle soit un petit peu mal vue. Dès votre arrivée à Versailles, vous occupez l'appartement de la reine, dans lequel vous devez vous soumettre aux obligations de votre fonction, c'est-à-dire lever, toilette, audience, repas public. Tout ça en public. Comme pour le roi, tout est théâtralisé. C'est l'étiquette de Versailles. Et ça, vous avez beaucoup de mal à vous y faire parce que vous êtes habitué au cérémonial simple des palais autrichiens. Ce n'est pas aussi lourd qu'à Versailles. Et donc, vous supportez mal les contraintes de l'étiquette versaillaise et vous vous efforcez du coup à rechercher une vie plus intime. Entouré d'un cercle que vous choisissez vous-même, et pas toujours avec discernement d'ailleurs, vous privilégiez vos séjours dans vos cabinets intérieurs situés derrière les pièces de votre appartement d'apparat. Et vous cherchez d'ailleurs à étendre ces cabinets privés à l'étage au-dessus. Et vous les étendez également au Petit Trianon, qui a été construit par Louis XV et que Louis XVI vous offre généreusement à son événement. Vous y entreprenez très tôt d'importants travaux d'embellissement dans le Petit Trianon. Ces travaux d'embellissement modifient la quasi-totalité des jardins au milieu desquels s'élèvent bientôt d'élégantes fabriques, un théâtre, puis, dans un second temps, un hameau entier. Cet hameau, nommé le hameau de la Reine, est un endroit que vous adorez. Vous aimez beaucoup y aller, loin, très loin de l'esprit fastueux de Versailles. C'est vraiment un hameau tout simple. Une vie à la campagnarde imaginée par vous. Sauf que ce hameau, l'opinion publique ne va pas l'apprécier du tout parce qu'il verra en cet hameau encore une dépense inutile de la reine qui passe son temps à vider les caisses de l'État. En 1778, après 8 longues années de mariage, vous donnez enfin naissance à votre premier enfant, Marie-Thérèse, dite Madame Royale. Elle est bientôt suivie d'un dauphin, Louis-Joseph, né en 1781.
Quelques années plus tard, vous mettez au monde Louis-Charles, qui devint le dauphin à la mort de son frère aîné en 1789, puis Sophie Béatrice, qui ne vivra que quelques mois. Vous avez mis du temps à vous y mettre, mais vous n'avez pas chômé pendant les temps qu'on suivit. Vous vous montrerez toujours comme étant une mère aimante et proche de vos enfants. Les morts successives de Sophie Béatrice et du premier dauphin seront, pour vous et le roi, des épreuves particulièrement douloureuses. Sous l'influence de votre mère, vous tentez, avec maladresse, de jouer un rôle politique. Mauvaise idée. Vous êtes peu apprécié par la cour. Madame Adélaïde, tante de Louis XVI, ne tolère pas la moindre fantaisie, même la plus innocente, dans votre comportement de reine de France. Elle vous donne donc le surnom péjoratif d'Autrichienne, qui vous collera à la peau jusqu'à votre mort. Malgré une opinion qui vous est d'abord très favorable, vous devenez peu à peu la cible de pamphlets, libelles et caricatures qui redoublent à partir de 1785 avec l'affaire du collier. C'est une escroquerie dont vous n'êtes pourtant que la victime. Vos dépenses sont scrutées, souvent exagérées, et vous êtes accusé d'épuiser encore et toujours plus les finances du royaume. Chaque tentative de reconquête de l'opinion publique est un échec, et au moment de la Révolution, vous êtes franchement haï. Votre attitude ambiguë à la Révolution française, parce que vous donnez l'image d'une reine qui hésite entre la fuite et la conciliation. Donc ça va accélérer votre fin tragique. Vous êtes enfermé au Temple à l'issue de la journée du 10 août 1792. Vous êtes ensuite transféré à la prison de la Conciergerie quelque temps après l'exécution de votre époux en 1793. C'est avec un grand courage que vous endurez votre procès devant le tribunal révolutionnaire. Oui, vous êtes jugé. Et les chefs d'accusation sont horribles. La plupart fausses d'ailleurs, parce que vous avez quand même des avocats qui essayent de vous défendre. Ils ont très mal fini, ces deux-là. Et donc, jugé par le tribunal révolutionnaire trié sur le volet, vous êtes jugé par des personnes qui, quoi que vous dites, quoi que vous puissiez justifier, vous haïssent de toute façon. Vous êtes donc condamné à mort. Et c'est avec beaucoup de courage, là encore, que vous affrontez votre exécution. Le 16 octobre 1793, vous êtes guillotiné sur l'actuelle place de la Concorde. En 1815, vos restes, avec ceux de Louis XVI, sont solennellement transférés à l'abbaye de Saint-Denis et déposés dans la crypte. Vous reposez enfin dans un lieu qui a été digne de vous, reine de France. Vous avez fait des erreurs, oui, mais des maladresses aussi, mais ce n'était pas intentionnel de votre part. Déjà, quand vous êtes arrivé en France,
vous ne connaissiez pas les us et coutumes du peuple français et de la cour française. Vous avez eu un mal de chien à vous y adapter et vous ne vous y êtes jamais vraiment fait. En fait, c'est vous avez essayé de faire de votre mieux comme on vous l'avait appris. Votre mère était toujours à vos côtés, elle vous guidait, elle vous influençait sur ce qu'elle aurait fait en tant que reine. Parce que vous venez d'une grande famille, les Habsbourg quand même. C'est pas n'importe quelle famille. Donc c'est sûr que juste, entre guillemets, jouer les épouses modèles en faisant des enfants, en accueillant quand même des personnes, etc. C'était très bien, mais pas suffisamment aux yeux de votre mère, sans doute. Et donc vous avez fait au mieux avec les connaissances que vous aviez. Mais ça n'a pas suffi à vous sauver, hélas. Et voilà les amis, la vidéo sur Marie-Antoinette est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou si vous voulez que je traite d'un autre personnage historique, n'hésitez pas à me le dire. Je vous informe aussi que le livre de Versailles est toujours en attente de tirage au sort. N'hésitez pas donc à m'envoyer un mail et je vous tirerai au sort, hein, ma foi. C'est la voie du hasard. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!